Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie du cours intitulé La pathologie de la matrice extracellulaire d'Anapat. Dans cette deuxième partie, qui fait suite à la première partie où nous avons présenté la matrice extracellulaire, ses constituants, ses composants, etc., nous allons parler ici de la pathologie proprement dite de la matrice extracellulaire. Donc nous allons utiliser le support officiel, d'accord ? Mais juste avant, j'ai envie de vous présenter dans une petite carte mentale, pour mettre les choses bien au clair, de quoi on va parler étape par étape. Donc, en effet, la pathologie de la matrice extracellulaire, on peut et on va la diviser en trois types. On a la pathologie de la matrice extracellulaire proprement dite, d'accord ? C'est par laquelle on va commencer. Ensuite, nous aurons un petit mot sur les pathologies qui vont concerner la lame basale, et on va finir par les pathologies de la substance fondamentale, qui est un peu la partie la plus facile qu'on va parcourir très rapidement. Donc, par rapport à la pathologie de la matrice extracellulaire, proprement dite, nous avons deux types de pathologies. On a les pathologies génétiques et les pathologies qui vont en fait concerner la synthèse, un problème de synthèse de la matrice extracellulaire. Pour les pathologies génétiques, alors ce sont tout simplement des altérations au niveau des gènes qui vont se manifester par une synthèse de matrices de mauvaise qualité. Elle peut concerner n'importe quel constituant de la matrice, par exemple le collagène. On peut avoir un problème du collagène de type 1 qui va donner une pathologie qu'on appelle la maladie de Lobstein. On peut avoir un problème au niveau du collagène de type 2, un problème au niveau du gène qui sera responsable du collagène de type 3, etc. Toutes ces pathologies avec la symptomatologie dont ils seront responsables, nous allons les aborder dans le cours. Juste après, donc, nous avons la pathologie qui va concerner la synthèse de la matrice extracellulaire. Alors il faut déjà comprendre que cette synthèse, que la matrice extracellulaire va répondre à un principe. D'accord ? En effet, elle va répondre à une balance. Nous aurons d'un côté sa synthèse et d'un autre sa dégradation. Et entre les deux, il y a un équilibre, c'est-à-dire que la synthèse égale à la dégradation. Si on a une augmentation de la synthèse ou une diminution de la synthèse, ou encore une augmentation de la dégradation et une diminution de la dégradation, comme ça séparément, alors vous vous en doutez, on aura un trouble de l'équilibre qui va donc se manifester par une pathologie de la matrice extracellulaire. Si on a un manque de synthèse, là on aura une manifestation à type d'arthrose, parce que vous savez qu'on retrouve de la matrice extracellulaire au niveau du cartilage, et si on a une altération du cartilage, eh bien on aura ce qu'on appelle une arthrose. Respectivement, si ceci se déroule au niveau des os, nous aurons une ostéoporose. Et on peut même avoir des inflammations des articulations, c'est ce qu'on appelle des arthrites. A l'inverse, si on a une augmentation de la synthèse de la matrice extracellulaire, là, nous aurons ce qu'on appelle une fibrose. Alors la fibrose, c'est vraiment un terme qui va vous suivre pour le reste de votre cursus et que vous devez très bien retenir. Donc la fibrose, nous allons en parler très bien dans ce cours. Nous allons parler de ces différentes formes anapathologiques. Ce que je veux dire par ces différentes formes, eh bien, c'est tout simplement que cette fibrose, elle peut réellement prendre différentes formes. Elle peut être hypertrophique, hypotrophique par exemple, et on aura plein d'autres exemples dans le cours. Cette fibrose peut également survenir dans différentes circonstances pathologiques. La plus importante, c'est l'inflammation. Vous savez, quand vous avez une inflammation d'une partie de votre corps, juste après, on aura une cicatrice sous forme de fibrose. Et effectivement, l'inflammation, c'est vraiment la circonstance pathologique la plus importante, que vous devez absolument retenir. Mais nous aurons pas mal de circonstances pathologiques qu'on va exposer dans le cours. Et puis, cette fibrose, elle peut avoir plusieurs types. Ce qu'on veut dire par plusieurs types, c'est qu'elle peut en fait concerner soit un seul type un seul constituant de la matrice extracellulaire, comme pour les pathologies génétiques. Sinon, elle peut être générale en touchant plusieurs constituants. Voilà pour les pathologies de la matrice extracellulaire. Ensuite, juste après les pathologies de matrice extracellulaire, on va parler des pathologies de la lame basale. Alors pour la lame basale,
je ne vais pas trop m'attarder sur ce point. On va y revenir quand on va aborder cette partie. Il faut juste retenir, pour faire une petite comparaison, c'est que là, ici, on a aussi des pathologies qui peuvent être génétiques ou des pathologies acquises. Les pathologies génétiques, c'est bon, c'est clair, c'est un problème au niveau des gènes qui va se manifester par une altération de la membrane basale. Par contre, les pathologies acquises, on a plutôt une synthèse d'auto-anticorps, et ça, c'est caractéristique des maladies auto-immunes. Vous avez dû voir ça, vous allez voir, dans les maladies auto-immunes, notamment les maladies auto-immunes de type 2 et de type 3 qui vont faire intervenir les anticorps, et bien, vous allez voir que ces anticorps, ils sont soit dirigés contre la matrice et contre la lame basale, soit ils vont se déposer sous forme de complexe ciment au niveau de la lame basale, et dans ce cas, ils vont donc réaliser une pathologie acquise de la matrice extracellulaire. Ces manifestations, elles peuvent être soit cutanées, soit rénales, généralement. Et les exemples qu'on va citer dans le cours, c'est l'épidermolyse bulleuse, pemphigoïde bulleuse, la dermatite herpétiforme et la transition épithélio-mésenchymateuse. Ça, elle va survenir dans un contexte néoplasique, c'est-à-dire quand on a un cancer. Et on va donner une petite idée sur ça. Et puis, quand vous allez aborder, toujours en anapathe, le cours des cancers, vous allez en parler avec un peu plus de détails. Enfin, les pathologies qui vont concerner la substance fondamentale sont donc déjà les pathologies qui vont concerner les protéines, c'est l'amylose. On ne va pas trop parler de ça parce que vous allez le voir en détail dans le cours des troubles du métabolisme, toujours en anapathe. On peut également avoir un dépôt d'acide urique. Alors l'acide urique, si vous ne le connaissez pas, c'est tout simplement ce produit qui va résulter de la dégradation des acides nucléiques et surtout les bases puriques. D'accord ? Vous allez avoir un cours en biochimie sur ça. C'est normalement la dernière unité. D'accord ? Vous allez en parler un petit peu. Et cet acide urique, il est connu en fait, il sera responsable de la goutte. Une augmentation de l'acide urique va être responsable, après son dépôt, de la goutte. On va en parler avec un peu plus de détails dans le cours. Et voilà, donc l'acide urique, c'est le résultat de la dégradation des acides nucléiques, à ne pas confondre bien sûr avec l'urée. L'urée, c'est le résultat de la dégradation des acides aminés qui sont des protéines. Toujours dans les pathologies de la substance fondamentale, nous allons parler de la fibrinoïde. La fibrinoïde qui peut survenir avant, avec ou sans dépôt de complexe ciment. Et cette fibrinoïde signifie tout simplement l'extravasation des protéines qui sont situées à l'intérieur des vaisseaux. Donc si j'ai un vaisseau, on a une extravasation des protéines qui vont se déposer ici au niveau des tissus environnants, et plus précisément au niveau de la substance fondamentale. Nous aurons donc ce qu'on appelle la fibrinoïde. Donc là, j'ai parlé de protéines. Et effectivement, dans le cours des troubles des métabolismes, quand vous allez parler des troubles qui vont concerner les protéines, vous allez encore en parler. Et enfin, on a la hyalinose. Alors la hyalinose, contrairement à ces pathologies qui concernent des métabolites, alors la hyalinose, c'est juste un aspect morphologique. Ce qu'on veut dire par aspect morphologique, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas forcément un problème sous-jacent qui va concerner un métabolisme précis, qui va se développer. Non, c'est juste un aspect morphologique qu'on pourra voir en anapathe, en microscopie. Et le mot à retenir pour la hyalinose, c'est un aspect aniste. Et aniste, c'est un mot que vous devez apprendre, que vous allez entendre pas mal de fois en anapathe. Aniste, ça veut tout simplement dire une substance qui n'a pas de morphologie. C'est rien, c'est quand vous allez la voir, il n'y aura pas de structure tissulaire identifiable et tout va prendre la coloration éosinophile. Donc voilà, nous allons donc commencer notre cours. Ça, c'était une introduction pour le rendre un peu plus digeste. Et on va donc commencer par les pathologies qui vont concerner la matrice extracellulaire. Nous allons donc commencer maintenant à parler des pathologies de la matrice extracellulaire.
Dans le cours, on commence par nous rappeler qu'en fait, ces matrices vont donc subir un remodelage constant. Nous aurons un équilibre entre la synthèse et la dégradation. D'accord ? Synthèse et dégradation sont en équilibre. En effet, la dégradation, qu'on appelle également du catabolisme, va être permise grâce aux métalloprotéases, d'accord ? Les MMP, les métalloprotéases de la matrice, tandis que la synthèse elle est plutôt favorisée par des facteurs de croissance qui vont donc en fait favoriser la synthèse excessive, enfin la synthèse d'abord, et rappelons que la synthèse excessive, ça s'appelle une fibrose, d'accord ? Donc on va les appeler des facteurs profibrosants. Donc ces facteurs de croissance, on les appelle les facteurs de croissance qui vont favoriser la synthèse, c'est ce qu'on appelle des facteurs profibrosants. On peut citer à titre d'exemple le TGF-alpha, le PDGF, et même dans le cours, tout à l'heure, quand on va parler de fibrose, nous allons citer le TGF-bêta. Et c'est en fait le plus important. D'accord ? Bien. Et là, on nous cite comme exemple qu'en fait, la fibrose, la constitution de la fibrose, va résulter d'une rupture de l'équilibre de la matrice extracellulaire avec une augmentation des processus de synthèse et une diminution de la dégradation d'autre part. D'accord ? Une augmentation de la synthèse d'une part et une diminution de la dégradation d'autre part. Bien. Et là, regardez, ils vont nous citer les mécanismes physiopathologiques qui sont responsables des pathologies de la matrice. Donc, comme nous l'avons cité tout à l'heure, on peut avoir d'un côté soit des maladies génétiques qui seront responsables d'une matrice extracellulaire de mauvaise qualité, sinon nous pouvons avoir une rupture de l'équilibre entre synthèse et dégradation, pouvant aboutir d'un côté soit à un excès de matrice extracellulaire, c'est ce qu'on appelle une fibrose, c'est l'élément, je pense, le plus important du cours, d'accord ? Et sinon, on peut avoir un défaut, une diminution de la synthèse, on n'a pas assez de matrice extracellulaire, et dans ce cas, nous pouvons avoir soit une arthrose ou une ostéoporose, ou même parfois des arthrites qui sont des inflammations. Bien. Nous allons commencer dans ce cours par parler des mutations génétiques, c'est-à-dire de cette altération de la matrice extracellulaire. Elle sera de mauvaise qualité à cause d'une mutation génétique. Et nous allons nous intéresser très précisément aux pathologies du collagène. Les pathologies qui vont toucher les différents types de collagène. On ne va pas trop s'intéresser aux autres fibres. Juste avant, un petit mot, c'est vraiment très bref, c'est un petit rappel qu'on avait vu dans l'introduction. On nous rappelle que pour la réparation des tissus, on aura une interaction entre les différentes cellules de la matrice extracellulaire, des composants de la matrice extracellulaire et surtout des facteurs de croissance qui vont participer donc également à la réparation. Et puis, bien entendu, la matrice extracellulaire va se présenter sous deux formes principales, qui sont la matrice interstitielle et la membrane basale. Bien, nous allons maintenant passer à la partie la plus importante de cette partie du cours qui va aborder les pathologies génétiques, qui sont donc les pathologies des collagènes. Donc les pathologies des collagènes, qu'est-ce qui va se passer ? Comme pour toute maladie génétique, nous aurons une mutation qui va toucher la séquence codante du collagène, qui va donc se manifester phénotypiquement par des maladies génétiques qui sont rares. D'accord ? Notez que ces maladies génétiques sont rares et elles auront un génotypage qui est plutôt difficile. Bien, si on se retrouve avec une mutation dans la séquence codante du collagène de type 1, je vous rappelle, le collagène de type 1 qu'on retrouve principalement au niveau des os, bone, one, donc sans doute ça aura un phénotype uniquement osseux et principalement osseux, et on va appeler ça la maladie de Lopstein. Maladie de Lopstein, on voit un O ici, one, et qu'on appelle également la maladie des os de verre ou encore l'ostéogenèse imparfaite. Je pense que vous avez déjà deviné pourquoi on l'appelle la maladie des os de verre. Regardez dans ces clichés radiographiques, on voit cette transparence anormale, d'accord, des os dans un cliché de radio, alors que normalement c'est assez dense, c'est bien blanc, et voilà, on ne les voit pas de cette façon-là. Le collagène de type 2,
vous vous rappelez, on le retrouve principalement au niveau des cartilages. Et donc, il y aura un phénotype qui va se manifester principalement dans cet endroit. Donc, nous aurons des arthroses à début précoce et aussi des dysplasies et des myopies. Donc, pour rappeler que dysplasie et myopie, ça concerne également le collagène de type 2. Dans dysplasie, on a di comme 2. Ah mince, attendez, voilà. Dysplasie, c'est di, ça vous fait penser à 2. Et myopie, myopie ça concerne les yeux et on a 2 yeux. Et enfin, la mutation du collagène de type 3, on appelle cette maladie la maladie d'Ehlers dans l'os. Et puis, comme nous l'avons cité, donc le collagène de type 3, on va le retrouver surtout au niveau de la peau, des organes internes et des vaisseaux. Donc nous allons nous retrouver avec un défaut qui va toucher chacun de ces sites. Nous avons d'un côté une peau fragile, les organes internes à type de côlon et l'utérus, ils vont subir une rupture, et puis nous aurons également des anévrismes vasculaires. Enfin, la maladie de Marfan. Alors, en parallèle aux pathologies du collagène qu'on vient de citer, tout ça c'était les pathologies des collagènes, là c'est une pathologie qui va toucher en fait les fibres élastiques. Nous aurons une mutation dans le gène de la fibrilline. Cette fibrilline, c'est tout simplement la molécule qui va participer à la synthèse des fibres élastiques. Et c'est donc une mutation qui est très, très rare dans la population. Elle va se manifester par une hyperlaxité et une élasticité anormale de tous les sites où on va retrouver les fibres élastiques en grande abondance. Par exemple, au niveau des membres et des doigts, nous allons avoir un allongement excessif et une gracilité. Les mains, vous allez vraiment voir des doigts qui sont assez longs et très, très flexibles. Nous aurons également une hyperextensibilité cutanée, une ectopie du cristallin. Pourquoi le cristallin, on a une ectopie ? Tout simplement parce que le cristallin, d'accord, lui, il n'est pas vraiment fait il n'est pas très abondant en fibres de collagène, mais il est tenu en place par des fibres ligamentaires qui vont former en fait le ligament suspenseur, qu'on appelle également l'anofibrosine. Voilà. Et puis, on a également une altération de la paroi des artères. Vous savez, les artères, elles ont une paroi très élastique pour permettre leur fonctionnement. Et enfin, petite remarque, ce syndrome de Marfan, il est fréquemment retrouvé sous forme incomplète. Donc nous venons tout juste de terminer avec des pathologies génétiques qui vont toucher la matrice extracellulaire. Nous allons maintenant passer à l'excès de matrice extracellulaire, l'excès de synthèse bien sûr, c'est ce qu'on appelle la fibrose. Bon, pour tout ce qui est défaut et insuffisance de synthèse, on va pas en parler. On a juste cité donc l'arthrose et l'ostéoporose, et il n'y a pas grand-chose à citer, à décrire là-dessus en anapathe. Donc, on va se focaliser principalement sur la fibrose. Bon, la fibrose, qu'est-ce qu'on a dit ? C'est donc déjà une lésion élémentaire. D'accord ? C'est une lésion élémentaire du tissu conjonctif. Je pense que maintenant, vous savez ce que c'est la différence entre lésion élémentaire et ensemble lésionnel. Bien. Elle est définie donc par l'augmentation d'un ou plusieurs constituants fibrillaires de la matrice extracellulaire. Donc on va citer, en fait, on a plusieurs types de fibroses. Elles peuvent être soit générales, donc elles vont concerner toutes les fibres, sinon elles sont individuelles, elles vont soit concerner les fibres de collagène ou les fibres élastiques ou encore réticuliniques. Donc chacune séparément. Aussi, il faut faire la différence entre fibrose et sclérose. La sclérose, c'est en fait la manifestation macroscopique de la fibrose. Mais généralement, on se permet de les utiliser de façon interchangeable et ça ne cause pas de problème parce que voilà, il n'y a pas une différence notable en clinique. Alors cette fibrose, elle va avoir un retentissement sur les tissus. En fait, elle aura un retentissement sur l'architecture, bien sûr, qui va se manifester par des conséquences sur la fonction. Si je vous donne un exemple, au cours d'une cirrhose, nous aurons une fibrose du foie qui va augmenter les pressions à l'intérieur du foie et qui sera responsable d'une hypertension portale. Donc là, on a bien une altération de l'architecture qui va se manifester
par une altération des fonctions des organes lésés. La sclérose peut relever de différentes étiologies. Le plus souvent, c'est le résultat de réactions inflammatoires qui vont atteindre leur stade chronique. En effet, la fibrose va manifester le stade chronique de cette réaction inflammatoire. Mais les réactions inflammatoires ne sont pas la seule et l'unique étiologie. En fait, on en a d'autres qu'on va citer dans le cours. Voilà, et là, on se répète toujours, la sclérose, c'est tout simplement l'induration des tissus qui est liée à la fibrose. Ça veut dire que la sclérose, c'est un terme microscopique, mais qu'on va souvent employer comme synonyme de fibrose. C'est bon. Là, un petit mot sur le TGF-bêta. Je vais vous dire très rapidement ce qu'il faut retenir de tout ça. Mais en fait, le TGF-bêta, c'est un facteur profibrosant. C'est tout simplement un facteur de croissance qui va participer à la synthèse des composants de la matrice extracellulaire. Il sera responsable en fait de l'expression du collagène, notamment le collagène fibrillaire de type 1, 3 et 5. Et il va également moduler l'expression des intégrines, qui sont des protéines d'adhérence. Et donc, il va également stimuler la synthèse d'autres glycoprotéines de la matrice extracellulaire, d'autres glycoprotéines qui vont en fait participer à l'adhérence, qui sont l'océopontine et l'océonectine. Et ce qu'on a remarqué en fait, c'est que ce TGF-bêta, dans la fibrose, il sera exprimé excessivement. Cette voie de signalisation qui va faire intervenir le TGF-bêta sera exprimée excessivement. Et en effet, la fibrose tissulaire, elle va résulter, donc, comme on l'a décrit, du dépôt excessif des composants de la matrice extracellulaire, et surtout du collagène fibrillaire. Et ce dépôt excessif, il y aura deux mécanismes qui en seront à l'origine. On a d'une part une augmentation de la synthèse et d'autre part une diminution de la dégradation. Et ces deux mécanismes, ils seront en fait gouvernés par le TGF-bêta. Donc là, on va observer une augmentation de la synthèse et une diminution de la dégradation. Voilà, c'est tout, c'est un petit mot sur le TGF-bêta. Nous allons maintenant passer à un titre un peu plus important, qui sont les circonstances pathologiques qui seront responsables des fibroses. La plus importante, c'est sans doute l'inflammation. L'inflammation chronique prolongée, elle sera responsable de fibrose. Et en fait, la fibrose, elle va marquer le stade chronique de cette inflammation. D'accord ? Donc, si je vous dis inflammation aiguë est responsable de fibrose, non, c'est faux. C'est l'inflammation chronique. Et cependant, toutes les fibroses ne sont pas d'origine inflammatoire. On a par exemple les fibroses, alors tout ce que vous voyez ici, c'est les fibroses dystrophiques. Ça veut dire qu'on a un problème dans la nutrition du tissu par l'oxygène ou les nutriments, ou encore un problème dans la signalisation hormonale qui est dirigée vers ce tissu. Donc si on a une hypoxie chronique, c'est-à-dire une diminution de la synthèse de l'approvisionnement en oxygène du tissu, on va observer une fibrose. De la même manière, si on a un déficit hormonal, nous aurons une fibrose atrophique. Là, on donne un exemple physiologique. Il n'est pas pathologique. On le retrouve donc normalement chez les patientes. Et chez les patientes ménopausées, on aura une fibrose des ovaires, justement parce qu'on a un déficit hormonal après cette période. On peut également avoir des pathologies métaboliques et génétiques, comme le développement d'une fibrose hépatique au cours de l'hémochromatose. L'hémochromatose, on en parlera dans le cours suivant, qui concerne les pathologies du métabolisme. En fait, l'hémochromatose, c'est tout simplement quand on a une accumulation du fer au niveau du foie. Et là, on va observer une fibrose en fait au niveau du foie. On peut également avoir une fibrose suite aux destructions de fibres musculaires. C'est notamment observé au cours des myopathies congénitales. On peut également avoir une fibrose, on peut l'observer en cas de sénescence des tissus. Par exemple, la fibrose élastosique du derme ou encore la fibrose intimale de l'artériosclérose. Donc tout ça, c'était pour les fibroses dystrophiques. D'accord ? On a les fibroses inflammatoires, dystrophiques. Et on a aussi les fibroses qui sont secondaires au cancer. Ça, c'est les fibroses du stroma des cancers. Quand, en fait, les cancers, ils vont induire une modification du micro-environnement cellulaire.
ça veut dire qu'on aura une modification de l'environnement qui est juste adjacent à la cellule. C'est ce qu'on appelle la stroma réaction. On va modifier cet environnement. Et là, ce qui va se passer dans ce stroma qui va entourer la cellule cancéreuse, c'est qu'on va observer une fibrose. On aura un stroma très fibreux qui sera responsable de l'aspect dur et rétracté de certains cancers, comme le cancer scléreux du sein. Bien, nous allons maintenant détailler un petit peu plus les fibroses au cours des réactions inflammatoires. Tout va commencer par une agression tissulaire. Cette agression tissulaire sera responsable de tissus nécrosés, elle va induire la formation de tissus nécrosés, et ce tissu nécrosé sera responsable d'une cicatrice. Donc le processus inflammatoire, ce qui va faire suite à l'agression tissulaire, sera responsable de la formation d'une cicatrice qui va remplacer définitivement les tissus nécrosés pendant l'inflammation. Et donc la fibrose est constante au cours des inflammations chroniques. Un exemple d'inflammation chronique, c'est les hépatites chroniques qui peuvent avoir différentes origines. Elles peuvent être soit d'origine virale, auto-immune ou encore médicamenteuse. Nous arrivons aux différents types de fibroses. Alors comme nous l'avons déjà cité, les fibroses elles peuvent être pures, ça veut dire qu'elles vont concerner uniquement un type de fibres, soit les fibres de collagène, réticuliniques ou encore élastiques. Ou alors elles peuvent être complexes et dans ce cas elles seront hétérogènes et elles pourront mettre en jeu plusieurs types de fibres. Alors pour les fibroses pures, pour les fibres de collagène, on a l'exemple de la kéloïde et de la cicatrice du corps jaune. Alors la cicatrice du corps jaune, elle va survenir dans le cas physiologique, c'est après l'ovulation, on aura un follicule qui sera vide et on aura en fait sa fibrose pour former un corps jaune. D'un autre côté, la kéloïde, c'est tout simplement une fibrose excessive, une cicatrice excessive suite à un processus inflammatoire. Je vais vous montrer une image de cette kéloïde, vous allez la reconnaître. C'est ça, donc une kéloïde. Et voilà, c'est tout simplement une cicatrisation anormale. Elle sera hypertrophique et elle sera essentiellement composée de fibres de collagène. Pour les fibroses réticuliniques, alors vous vous rappelez, les fibres de réticuline, on va les retrouver notamment dans les organes réticulo-endothéliaux, comme par exemple la moelle osseuse et les ganglions lymphatiques. Donc vous vous en doutez, une manifestation des fibroses réticuliniques, elle va surtout avoir une manifestation au niveau de ces organes-là. Par exemple, au niveau de la moelle osseuse, nous aurons ce qu'on appelle une myélofibrose, des syndromes myéloprolifératifs. C'est quand on aura une synthèse excessive de certaines cellules immunitaires et qui va se manifester en fait par une augmentation des anticorps dans le sang. Voilà, brièvement c'est ça, mais vous allez voir le détail, etc. en immuno. Pour les ganglions lymphatiques, on peut avoir la fibrose de certains ganglions au cours de lymphomes. Lymphome, c'est bien entendu des tumeurs des ganglions lymphatiques. Enfin, nous pouvons avoir également des fibroses élastiques, et là, ce sont surtout des manifestations au niveau des organes qui vont présenter ces fibres élastiques en abondance, qui sont les poumons, avec donc des fibroses pulmonaires, au niveau du système cardiovasculaire, au cours de la fibroélastose de l'endocarde, ou encore au niveau du derme, et ça survient par exemple au cours de l'élastose solaire du derme. Ces fibroses vont présenter différents aspects anatomopathologiques, que ce soit en macroscopie ou en microscopie. Macroscopiquement, on va observer une consistance de l'organe qui sera dure, et elle sera d'autant plus dure qu'elle est ancienne en fait. Plus la fibrose est ancienne, plus on aura une dureté qui va parfois vers la dureté pierreuse. Ensuite, par rapport au volume de l'organe, on peut avoir soit une fibrose atrophique ou une fibrose hypertrophique. Fibrose atrophique, on aura une diminution de la taille de l'organe par rapport à sa taille initiale, ou hypertrophique, c'est le contraire. Hypertrophique, on vient de citer un exemple, c'est la kéloïde. Par rapport à l'aspect de l'organe, nous pouvons avoir soit une fibrose d'encerclement autour de l'organe, soit une fibrose mutilante qui va se faufiler à l'intérieur du parenchyme. Pour la microscopie, on aura une structure différente
selon que la fibrose soit jeune ou ancienne. Et ça, c'est très important à retenir. Vous pouvez avoir ça en QCM. Ils aiment me poser des questions sur ces caractéristiques. Donc la fibrose jeune, elle est lâche. Elle est lâche, pourquoi elle est lâche? Parce qu'elle est composée de fibres qui sont peu épaisses. D'accord? Des fibres qui sont peu épaisses, et donc on va laisser de la place à la substance fondamentale qui sera abondante et sera bien entendu riche en ses composants normaux qui sont les fibrocytes et les capillaires sanguins. C'est tout le contraire qui sera observé au cours des fibroses anciennes, qui vont plutôt apparaître denses, elles seront composées de fibres épaisses et donc elles seront pauvres en fibrocytes et en capillaires sanguins. Nous passons maintenant aux formes anatomocliniques. Bon, alors pour les formes anatomocliniques, on va les diviser en fibroses réactionnelles, qui sont en fait toutes les situations pathologiques hormis la sclérose tumorale. D'accord? Donc on a d'un côté toutes les fibroses réactionnelles et d'un autre la sclérose tumorale ou la fibrose qui va survenir en cas de tumeur. Bon, pour les fibroses réactionnelles, on va les dire donc soit selon leur topographie, selon le retentissement sur le volume de l'organe, selon le retentissement sur la structure de l'organe et selon le retentissement sur la forme. Donc c'est assez facile, il suffit juste de les comprendre et c'est bon. Donc pour la topographie, on peut avoir donc soit des... on vient de la citer, des scléroses encapsulantes. C'est surtout au niveau de la capsule de l'organe. Et voilà, la capsule elle sera épaissie. Elles peuvent être plutôt diffuses, et là on va les retrouver au niveau de l'organe dans sa totalité. Elles peuvent être localisées. Ça c'est en général quand on a des petites zones inflammatoires et donc qui vont se manifester en fait par une séquelle. Et cette séquelle elle sera localisée. On aura donc des scléroses localisées. Et enfin, on peut avoir des scléroses dans un organe creux. Et ce qui va se passer dans un organe creux, c'est qu'on aura un rétrécissement de la lumière. Et ça, c'est un peu inquiétant. C'est pourquoi, par exemple, dans certaines situations pathologiques où nous pouvons observer une sclérose de l'organe, là je parle par exemple de l'œsophage, quand on observe une sclérose, on aura un rétrécissement de la lumière qui peut littéralement se fermer en entier. Donc pour prévenir cette fermeture entière et complète de l'œsophage, nous allons opter pour une dilatation qu'on va réaliser grâce à un tube qu'on fait entrer au niveau de l'œsophage. Donc on va faire entrer un tube, on le fait ressortir et on aura la lumière qui sera dilatée après son rétrécissement suite à la sténose. Un autre exemple, c'est la maladie de Crohn. Alors dans la maladie de Crohn, la paroi idéale, elle sera épaissie et sténosée. Et donc le chirurgien, il va l'ouvrir par des pinces. C'est-à-dire qu'il va trouver le diamètre de la lumière réduit et donc il devra la dilater. Ensuite, selon le retentissement sur le volume de l'organe atteint, alors là vous le savez c'est bon, c'est la sclérose atrophique et la sclérose hypertrophique. La sclérose atrophique, c'est tout simplement quand le volume du nouveau tissu fibreux est supérieur au volume du tissu qu'il remplace, et ça s'observe par exemple dans le cas de la cirrhose atrophique. Sinon, nous avons une sclérose hypertrophique, et ça c'est l'exemple de la cléoïde, et dans ce cas nous allons avoir un volume du tissu fibreux qui est supérieur au volume du tissu qui remplace. Et bien sûr, donc la chéloïde, on l'a cité quand on a parlé des fibroses qui sont dues au collagène, et c'est en effet quand l'épiderme et le derme superficiel sont soulevés par de gros trousseaux de collagène. C'est tout. Enfin, il nous reste donc selon le retentissement sur la structure de l'organe atteint, et là nous pouvons observer soit des scléroses systématisées ou des scléroses mutilantes. Des scléroses systématisées, alors ça c'est dans le cas de la sclérose systématisée des cloisons alvéolaires notamment. Et ce qui se passe, c'est qu'on aura un épaississement fibreux de l'organe, mais aucune destruction ni modification de l'architecture tissulaire. C'est-à-dire que là, on n'aura aucune modification de la structure. Tout va rester en place, c'est juste qu'on aura un épaississement fibreux. Si on prend l'exemple donc des cloisons alvéolaires, on va toujours avoir des alvéoles pulmonaires qui vont garder leur lumière, etc. Mais leur paroi, elle va paraître plus épaissie. Mais la forme en soi, elle est maintenue et elle est toujours en place.
Donc par rapport aux scléroses mutilantes, c'est tout le contraire. Les scléroses mutilantes, elles vont détruire et remanier l'architecture de l'organe A. Donc on n'a pas, c'est le contraire en fait des scléroses systématisées. Enfin, selon le retentissement sur la forme, eh bien, nous pouvons avoir une sclérose localisée. Quand on a une sclérose localisée, elle va déformer l'organe au niveau de l'endroit même où elle se développe. Fini donc avec les fibroses réactionnelles, nous allons maintenant parler des fibroses ou des scléroses qui sont dues aux tumeurs. Et ça, c'est tout simplement la stroma-réaction. Donc la stroma-réaction, c'est la modification de l'environnement adjacent à la cellule cancéreuse. Et voilà, il sera observé au cours de certaines cellules malignes. Maintenant, nous allons donner un peu plus de détails par rapport au mécanisme ou au type de sclérose que nous avions cité précédemment, notamment les scléroses cicatricielles, donc post-inflammatoires, et les scléroses dystrophiques, qu'on appelle également les scléroses fonctionnelles. Bon, pour les scléroses cicatricielles post-inflammatoires, on a dit post-inflammatoires, c'est les plus fréquentes. Elles sont secondaires à la nécrose d'un tissu ou d'un organe, c'est-à-dire qu'elles vont caractériser le stade chronique de la réaction inflammatoire, et puis on nous dit qu'elles vont succéder au bourgeon charnu. Alors ne rentrez pas dans ce détail, vous ne savez pas c'est quoi encore un bourgeon charnu. Quand vous allez faire le cours sur l'inflammation, vous allez bien en parler. On va parler de justement la fibrose qui va survenir après cette étape de bourgeon charnu. Pour faire simple, en une phrase, le bourgeon charnu, c'est tout simplement une étape de l'évolution de l'inflammation. Et dans le chapitre de l'inflammation, vous allez en parler. Donc là, on donne un exemple comme les cicatrices de brûlure, les cicatrices d'infarctus, etc. Bref, c'est donc des cicatrices post-inflammatoires. Par rapport aux scléroses dystrophiques, qu'on appelle également les scléroses fonctionnelles, elles vont se caractériser par leur aptitude à entraîner des remaniements structuraux de l'organe où elles vont se développer. Et donc elles peuvent avoir une origine hormonale, comme on l'a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait cité l'exemple du corps jaune. Là, on donne un autre exemple qui est la mastopathie fibrokystique du sein. Nous avons également parlé d'origine métabolique, comme la sclérose hépatique de l'hémochromatose. On peut également avoir une origine vasculaire. Donc, quand on parle d'origine vasculaire, on est en fait indirectement en train de parler des mécanismes de fibrose qui vont survenir soit par déficit en nutriments, soit par hypoxie, c'est-à-dire quand on a un déficit d'oxygène. Et ces situations vont s'observer en cas d'ischémie, c'est-à-dire quand on n'a pas de vascularisation de l'organe, il n'est plus vascularisé parce qu'il n'a plus de sang qui va arriver pour une raison ou pour une autre. Ou encore une stase sanguine ou lymphatique, c'est quand on a le sang qui sera bloqué, qui ne va plus circuler, qui va survenir généralement suite à un déficit du retour veineux. On aura donc une stagnation du sang. Ouais. Et enfin, l'origine lithiasique. Alors ça, c'est nouveau, on ne l'avait pas cité tout à l'heure. Et cette origine lithiasique, c'est tout simplement quand on a une lithiase, c'est-à-dire un caillot, une pierre comme ça qui va venir boucher un canal. Vous connaissez sans doute par exemple les lithiases vésiculaires. Et là, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la vésicule biliaire, on aura donc des lithiases qui vont, suite à quelques mécanismes, boucher ce canal cystique. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on aura une fibrose, mais où, alors retenez bien, elle va se faire en amont de l'obstacle, ici, avant l'obstacle. C'est ça. Les fibroses peuvent survenir également dans un contexte idiopathique, donc elles vont soit apparaître comme ça spontanément, sans cause inflammatoire, sans altération tissulaire ou quoi. Sinon, elles peuvent être d'origine iatrogène, et ça, on les observe surtout après radiothérapie ou encore oxygénothérapie. Enfin, les fibroses, on va également citer les fibroses qui sont dues aux maladies du collagène, c'est juste des exemples à apprendre. On peut avoir par exemple la sclérodermie. Alors moi j'ai eu l'occasion de voir un cas de sclérodermie dans notre service de médecine interne, et c'est en fait une pathologie dans laquelle le malade va se plaindre d'une douleur articulaire,
d'un manque ou d'un déficit de mobilité au niveau des mains et aussi d'un phénomène de Raynaud. Alors rappelez-vous que les phénomènes de Raynaud, on les retrouve beaucoup au cours des maladies auto-immunes. Donc la sclérodermie, c'est effectivement une maladie auto-immune. Elle va survenir donc dans un contexte auto-immun. Elle a une pathogénie qui est mal connue, comme la plupart des maladies auto-immunes. Et elle va évoluer de façon crescendo. Donc on aura d'abord une sclérose dermique, puis qui sera polyviscérale, et enfin qui va devenir systémique. La polyarthrite rhumatoïde, alors nous avions également eu l'occasion d'en voir une dans le service de médecine interne, et vous allez même en parler en immuno, dans le cours des maladies auto-immunes. Et c'est une autre maladie auto-immune qui va, elle, se manifester par un dépôt des complexes humains, notamment au niveau des articulations, et qui va donc se manifester par des douleurs articulaires. Nous avons enfin la périarthrite noueuse, qui est en fait une inflammation des vaisseaux, autrement dit une vascularite, qui va toucher surtout les artères musculaires de moyen calibre, et qui pourra avoir pour conséquence une ischémie des organes qui seront vascularisés par ces artères. Donc c'est une maladie qui est idiopathique et elle est très rare en fait. Bon, alors nous allons maintenant passer à l'évolution de la fibrose. En effet, la fibrose elle peut avoir différentes évolutions, mais très souvent, elle ne peut pas disparaître, d'accord ? C'est donc la première évolution qu'on vient de nous citer, c'est la disparition. C'est la disparition ou la stabilisation. La disparition ou la stabilisation, elle peut se stabiliser, mais pour disparaître, sachez que c'est très très rare. Donc là, la disparition ou surtout la stabilisation, elle est favorisée par la corticothérapie. Dans certaines situations où la lésion n'est pas très étendue, on n'a pas une très grande cicatrice, le corps pourra réaliser une résorption naturelle. Ça veut dire qu'il va l'éliminer tout naturellement, sans besoin de corticothérapie ou quoi. Voilà. En parallèle à la disparition ou la stabilisation, on peut avoir d'autres destinées possibles de cette fibrose. On peut par exemple avoir une hyalinisation. Alors la hyalinisation, on l'avait cité dans l'introduction quand on avait parlé des différents types de lésions de matrice extracellulaire. Et celle-là, je vous la rappelle, c'est tout simplement cette lésion qui en fait n'est pas réellement une lésion, c'est tout simplement un concept morphologique. En effet, en microscopie optique, on va avoir un aspect aniste et éosinophile. Donc en fait, on va rien observer. C'est juste la couleur éosinophile qui est due à la coloration qui sera présente. On peut également avoir une calcification. La calcification, c'est juste en fait l'endurcissement du tissu. Et bien entendu, cette fibrose, elle pourra avoir un effet sur les tissus adjacents en les comprimant. Elle va donc réaliser une compression des organes de voisinage. D'autre part, suite à cet endurcissement et cette solidification qui est due à la fibrose, nous aurons un retentissement sur l'aspect fonctionnel de l'organe concerné et on aura donc une insuffisance fonctionnelle. On peut par exemple limiter l'amplitude du mouvement, on peut avoir une certaine difficulté à réaliser les mouvements qu'on a l'habitude de faire naturellement, et voilà. Et enfin, comme on l'avait cité tout à l'heure, la sténose, elle peut induire une réduction de la lumière des organes creux, et c'est pour ça qu'on va généralement opter pour une distension de l'organe grâce à des tubes, etc. Nous allons maintenant parler du traitement. Alors il faut savoir que la fibrose n'admet pas de traitement. Quand on va traiter la fibrose, c'est tout simplement traiter l'origine ou la cause ou cette condition pathologique qui va être à l'origine de la fibrose. Donc traitement de la fibrose n'existe pas, on va plutôt traiter la cause de la fibrose. Et tout traitement qui sera administré en cas de fibrose aura pour but de retarder et de limiter en fait. De la retarder et de la limiter. Il n'y a pas un traitement qui va la faire disparaître. La fibrose est donc un processus complexe qui est irréversible, très souvent irréversible.
Ceci dit, nous présentons quand même des perspectives thérapeutiques qui auront pour but de limiter et surtout d'empêcher le développement de la fibrose. Mais voilà, comme on l'a dit et redit, on ne peut pas vraiment la faire disparaître. Bien, nous allons maintenant passer aux pathologies de la lame basale. Pour commencer, un petit rappel histologique de la composition de la membrane basale. Donc, la membrane basale est constituée de 3 couches. Nous avons la lamina lucida, la lamina densa et la sublamina densa qu'on appelle également la lamina reticula. La lamina lucida, on l'appelle lucida, ça veut dire claire, tout simplement parce qu'elle va présenter une couleur claire, elle va apparaître claire quand on va la visionner au microscope électronique. Et c'est au niveau de cette lamina lucida qu'on va retrouver les laminés. Après ça, nous avons donc la lamina densa. La lamina densa, elle est dense parce qu'elle va présenter un feutrage de fibres. C'est les fibres de collagène qu'on va retrouver à cet endroit. Et bien entendu, c'est le collagène de type 4. En dessous de cette lamina densa, nous allons retrouver la lamina reticula, qui est, comme son nom l'indique, elle est riche en fibres, c'est une zone bien fibreuse, et elle va tout simplement marquer la transition avec la matrice extracellulaire. Parce que je vous rappelle, juste en dessous de la lame basale, nous retrouvons la matrice extracellulaire. Cette lame basale va donc présenter des pathologies. Nous avons soit des pathologies ou des affections acquises, dans ce cas, elles seront dues à des auto-anticorps. On observe ça notamment dans le cas ou dans le contexte de maladies auto-immunes, ou alors tout simplement héréditaires, et on va les retrouver au niveau des gènes. C'est des anomalies au niveau des gènes qui vont s'exprimer. Le rôle principal de la membrane basale, c'est de permettre l'adhérence de l'épiderme à la matrice extracellulaire sous-jacente. Et vous l'avez deviné, si on a une altération de la membrane basale, on aura une altération de cette adhérence. Et donc, toute pathologie qui va concerner la membrane basale, elle va se manifester par un détachement de l'épiderme qui va en général être fragile, il va se détacher facilement et il aura tendance à former des bulles. La pathologie génétique qu'on va aborder dans les pathologies de la membrane basale, c'est l'épidermolyse bulleuse. C'est la seule qui est génétique, d'accord ? Du moins la seule qui est génétique dans le cours. Donc l'épidermolyse bulleuse, c'est une maladie génétique rare et elle va se manifester dès la naissance, puisqu'elle est génétique, par une peau qui sera très fragile. La peau, elle est donc très fragile et elle aura tendance à se décoller en formant des bulles qui sont très douloureuses. L'équivalent de cette épidermolyse bulleuse en maladie auto-immune, c'est ce qu'on appelle les pemphigoïdes. Et donc les pemphigoïdes, c'est tout simplement une maladie auto-immune qui va plutôt survenir après 60 ans, non pas après la naissance, comme pour l'épidermolyse bulleuse. Et dans ce cas, nous aurons également la formation de bulles sous-épidermiques, et elles seront plutôt prédominantes au niveau des zones de flexion et au niveau du tronc. Une autre maladie acquise, c'est une autre maladie auto-immune qui va concerner la membrane basale, c'est les dermatites herpétiformes. La dermatite herpétiforme, on va l'observer surtout chez les patients qui sont atteints d'intolérance au gluten. Alors l'intolérance au gluten ou la maladie cœliaque, vous connaissez, c'est cette maladie auto-immune où nous avons généralement des anticorps de type IgA seront dirigés contre les transglutaminases, qui sont des enzymes qui seront responsables notamment de la synthèse du gluten. Et ce qui va se passer dans cette maladie cœliaque, c'est que ces mêmes IgA qui seront dirigés contre les enzymes responsables de la digestion du gluten vont également être dirigés contre les transglutaminases cutanées. Et dans ce cas, on observera donc des lésions cutanées qui vont se présenter sous forme de petites bulles, plus petites que les autres bulles occasionnées par les autres pathologies de la membrane basale. D'ailleurs là, on ne parle plus de bulles, on parle plutôt de vésicules. Voilà donc fini avec les pathologies de la membrane basale. Nous allons parler des pathologies qu'on va voir en cas d'invasion tumorale. En fait, l'altération de la matrice extracellulaire qui va survenir dans le contexte tumoral, elle sera notamment due à des facteurs de croissance qu'on appelle
notamment le TGF-bêta, qui va transformer ces cellules cancéreuses épithéliales. Vous voyez, elles sont d'abord épithéliales, et suite à ce TGF-bêta, elles vont se transformer en cellules cancéreuses, mais mésenchymateuses cette fois-ci. Elles vont envahir le tissu conjonctif sous-jacent. Et donc ce qui va se passer, la première étape, c'est qu'on aura cette transformation grâce au TGF-bêta, et puis, comme les cellules, elles sont transformées, c'est bon. Là, elles vont avoir besoin de métalloprotéases de la matrice qui vont détruire cette partie du tissu conjonctif pour justement permettre l'avancée de ces cellules mésenchymateuses. Et ça, c'est ce qu'on appelle la transition épithélio-mésenchymateuse. Après ça, on vous fait un petit rappel sur les protéases. On vous parle un peu de leur rôle. Voilà, c'est des choses que vous connaissez déjà, donc il ne faut pas trop s'attarder dessus. Nous passerons directement aux pathologies qui vont concerner la substance fondamentale. Ces pathologies seront représentées par la hyalinose, la fibrinoïde et l'amylose. Donc, comme on l'a dit, la fibrinoïde et l'amylose, on va les revoir dans le cours qui va concerner le métabolisme. La hyalinose, de son côté, c'est tout simplement ce concept morphologique. Donc on a dit c'est ni une lésion, ni une substance qui est déposée, non c'est rien, c'est juste un concept morphologique qu'on pourra observer en microscopie optique. Et il va donc présenter un aspect aniste, c'est-à-dire qu'on n'aura aucune structure morphologique identifiable, plutôt dense et homogène, avec une couleur hyper éosinophile et qui est passe plus. D'accord ? Après, on a des exemples de hyalinose. On a par exemple les hyalines conjonctives et vasculaires. Elles sont fréquemment retrouvées chez les diabétiques, plus précisément au niveau de la paroi de leur vaisseau et de leurs capillaires glomérulaires. On peut également les retrouver entre les hépatocytes, suite à une dégénérescence des fibres musculaires, ou encore dans les tubes rénaux. Dans ce cas, ils vont former des cylindres hyalins protéiques. Pour la fibrinoïde, j'ai directement préféré vous montrer ce schéma-là, donc cette petite carte mentale, pour vous l'expliquer. D'accord ? Donc la fibrinoïde, c'est tout simplement quand on a une extravasation des protéines à l'intérieur des vaisseaux, et donc en ayant une extravasation, ils vont se déposer à côté, à l'extérieur des vaisseaux. Et là, nous pouvons classifier cette fibrinoïde en deux types. On a des fibrinoïdes avec complexe hymen et des fibrinoïdes sans complexe hymen. On commence par les fibrinoïdes sans complexe hymen parce que c'est les plus faciles. Et là, ces fibrinoïdes, on peut les observer soit en cas d'HTA maligne. Une HTA maligne, c'est tout simplement quand on a une HTA, d'accord, une hypertension artérielle, mais avec une rétinopathie associée et une rétinopathie avancée. D'accord ? Donc c'est une rétinopathie avec une HTA. C'est ce qu'on appelle une HTA maligne. Dans ce cas, nous allons observer une fibrinoïde sans complexe hymen. Aussi dans les polypes des cordes vocales. Et dans ce cas, on va se retrouver en fait avec des cordes vocales qui ont subi beaucoup de friction. On les observe d'ailleurs notamment chez les chanteurs. Et suite à cela, nous aurons une extravasation et un dépôt de protéines comme ça sur les cordes vocales et qui va en quelque sorte altérer la voix du chanteur. Pour les enlever, il devra subir un traitement chirurgical. Bien, nous passons maintenant aux fibrinoïdes avec dépôt de complexe hymen. Et dans ce cas, on a deux types. Enfin, on peut donner deux exemples. Les deux exemples qui sont présents dans le cours. On peut avoir en fait des fibrinoïdes avec complexe hymen qui vont se faire au niveau des vaisseaux. Et ça, c'est l'exemple de la périarthrite noueuse. Sinon, on peut avoir donc une fibrinoïde avec dépôt de complexe hymen, mais qui va se faire soit au niveau de la synoviale. La synoviale, c'est bien entendu ce tissu qui va tapisser l'intérieur de la capsule des articulations, soit au niveau des séreuses ou encore au niveau du derme. Et les exemples cités dans le cours, c'est donc le rhumatisme articulaire aigu, la polyarthrite rhumatoïde, la dermatomyosite et la sclérodermie. Fini avec la fibrinoïde, nous aurons un petit mot à dire sur le dépôt d'acide urique. Le dépôt d'acide urique qui va former la goutte. Et en fait, la goutte, c'est tout simplement quand on a une accumulation de cristaux d'urate de sodium. En effet, l'acide urique
n'est pas présent sous cette forme-là quand il circule dans le sang. Il sera plutôt associé au sodium pour former ce qu'on appelle des urates de sodium. Et il faut savoir que cet urate de sodium il est beaucoup moins soluble que l'acide urique, ce qui fait que quand on a une élévation de ces urates de sodium, eh bien, ils vont se déposer parce qu'ils sont moins solubles. Et ils seront alors responsables de la goutte qui consiste notamment en leur dépôt au niveau des articulations, principalement au niveau des articulations. Et si on devrait aborder un peu leur aspect en anapathe, eh bien le mot-clé à retenir pour la goutte, c'est le tophus goutteux. Tophus. Voilà, le tophus goutteux, c'est cet aspect qu'on pourra observer au niveau des articulations et qui va tout simplement correspondre à une réaction macrophagique, histiocytaire et gigantocellulaire qui sera très peu colorable. Donc voilà, nous venons de finir avec ce cours sur les pathologies de la matrice extracellulaire. J'espère qu'il vous a été utile et à très bientôt.